Il est vrai que mon apparence est étrange, mais m'accuser revient à accuser Dieu. Si je pouvais me métamorphoser, je ne manquerais pas de vous satisfaire. Si je pouvais voler d'un pôle à l'autre, ou franchir l'océan d'un seul coup d'aile, on me jugerait à mon âme seule. Car c'est à son âme qu'on juge un homme. Joseph Merix. C'est vrai qu'il est assez bouleversant ce poème. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un des biopics les plus atypiques des années 80. Je veux bien sûr parler d'Elephant Man. Je tiens d'ailleurs à avertir les plus sensibles d'entre vous, certaines images de cette vidéo pourraient heurter quelques sensibilités. Avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, évoquons ce qu'est un biopic. Abréviation de Biographic Picture ou film biographique en français, il s'agit d'œuvres mettant en scène la vie de personnages ayant réellement existé. C'est un genre qui a toujours été particulièrement populaire et qui a livré pas mal de chefs-d'œuvre du cinéma. Si je parle de biopic atypique dans le cas d'Elephant Man, c'est principalement parce que son réalisateur, David Lynch, se sert de l'histoire de Joseph Merix pour illustrer un propos. Au travers de sa mise en scène, il va se servir de la vie de l'homme-éléphant pour parler de la nature humaine. Dans les années 80, le genre était principalement marqué par des œuvres assez formelles qui utilisaient une narration assez classique pour évoquer, avec le plus de réalisme possible, les destins extraordinaires qui se cachaient derrière certains personnages historiques. Cela pouvait donner des films qui étaient parfois à la limite du documentaire. Le cas d'Elephant Man est totalement différent et nous allons découvrir pourquoi ensemble lors des 25 prochaines minutes. Avant de partir dans une analyse plus poussée, je voudrais quand même évoquer avec vous l'origine du projet. Car il est vrai que sur papier, retrouver Mel Brooks à la production, David Lynch à la réalisation et Anthony Hopkins et John Hurt au casting d'un film sur un monstre de foire peut surprendre. Pourtant, la nature même du projet est assez cohérente. Mel Brooks est fasciné depuis des années par l'histoire et le destin de Joseph Merix, car oui, l'homme-éléphant s'appelait Joseph et pas John comme dans le film. Et il rêve de le voir porté à l'écran. Il est bien conscient que sa nature de comique, alors au sommet de sa gloire, ne lui permet pas de lui-même mettre en image un récit aussi tragique. Son nom ne sera d'ailleurs pas présent en générique lors de la sortie du film. David Lynch, qui vient de se faire remarquer dans le milieu de Midnight Movie. Petite pause de 2 minutes, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Midnight Movies, je vous invite à regarder la vidéo du Fossoyeur de film sur le sujet, elle est particulièrement bien faite. Bon, comme je vous l'ai dit, David Lynch vient de se faire remarquer dans le milieu de Midnight Movie avec son premier film Eraserhead et entend parler du projet. De son côté, le réalisateur ne connaît pas le personnage et son destin. Mais il voit dans ce projet la possibilité de mettre en scène des thématiques qui l'obsèdent. Il présente son premier film à Mel Brooks et, de façon assez surprenante je dois bien le reconnaître, obtient la réalisation. Au niveau du casting, la volonté est d'engager des acteurs britanniques de renom. C'est ainsi qu'Anthony Hopkins, mais également John Gielgud et Wendy Hiller sont engagés. Pour le rôle titre, le choix de John Hurt n'est pas dû qu'à son talent. Si l'acteur est déjà largement respecté à l'époque, grâce entre autres à son rôle dans Midnight Express, et qu'il s'est fait connaître d'un public plus large avec Alien, c'est principalement grâce à son physique qu'il est choisi. Le maquillage est tellement complexe et imposant qu'il est obligatoire d'être particulièrement fluet pour le revêtir. Pour la petite anecdote, à l'origine, David Lynch voulait lui-même réaliser le maquillage du film. Mais devant le fiasco de ses réalisations, il a appelé dans l'urgence Christopher Tucker pour travailler sur le projet. Les prothèses principales utilisées pour le film furent d'ailleurs moulées directement sur des répliques en plâtre réalisées sur le vrai Elephant Man. Détail assez glauque, des restes de cheveux du véritable Elephant Man étaient d'ailleurs restés accrochés à ces moules et se retrouvèrent sur le masque de John Hurt. Bon, histoire que la vidéo ne dure pas 40 minutes, et vu que j'ai quand même pas mal de choses à dire, nous allons passer directement au film. À la base, le récit est adapté de 2 recueils, et principalement des mémoires de Frederick Treves, le médecin qui s'intéressa au cas de Merix. Le script d'origine était beaucoup plus classique, et prenait le chemin d'une adaptation plus littéraire. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément ça qui intéressait David Lynch. C'est pour ça qu'il va fortement remanier le script pour partir dans des directions qui l'intéressent beaucoup plus. C'est ce qui fait aussi qu'Elephant Man est à la limite entre la fiction et le biopic.
Car il faut bien le reconnaître, la véritable histoire d'Elephant Man est très différente de celle qui nous est présentée dans le film. Le métrage choisit volontairement de passer sous silence l'enfance de Merix pour se concentrer uniquement sur son âge adulte. Il nous présente ainsi un homme vivant dans des conditions misérables, exploité par un forain alcoolique qui l'affame en ne nourrissant que de pommes de terre et qui le bat comme plâtre. Le côté dramatique de la vie de Joseph Merix est renforcé par des événements purement fictifs rajoutés au film. Son exploitation par un gardien de l'hôpital et son enlèvement par son exploitant forain sont ainsi des créations purement cinématographiques. Bien qu'extrêmement tragique compte tenu de son état physique, la véritable vie de Joseph Merix fut quand même moins violente que ce que nous montre le film. À vrai dire, son existence fut relativement normale jusqu'à la mort de sa mère alors qu'il n'a que 11 ans. Bien que sa maladie commence à se développer alors qu'il n'a pas encore 2 ans, celle-ci est progressive. Sa mère l'entoure et lui permet entre autres de se scolariser. L'évolution de la maladie va forcément faire de sa vie un tourment de plus en plus difficile. Par contre, contrairement aux idées reçues et à ce que nous montre le film, son exhibition foraine n'était pas une exploitation et ne représentait pas forcément les années les plus difficiles de son existence. C'est de son plein gré qu'il a choisi ce travail qui était le seul à lui permettre de gagner sa vie. Il n'était pas traité en esclave et entretenait des relations plus proches du partenariat qu'autre chose avec ses montreurs. Avant d'arpenter les spectacles de monstres, il vivait dans des conditions bien plus misérables au sein d'un hospice des pauvres de Leicester. Lorsqu'un forain, spécialiste dans les curiosités anatomiques, lui propose de l'exhiber contre rémunération, c'est une véritable aubaine pour lui et il s'agit au final de son salut. Sans cela, il est plus que probable qu'il aurait succombé assez rapidement dans des conditions de précarité extrêmes. Si Joseph Merix s'est bien à un moment retrouvé sans le sou dans la capitale anglaise, c'est plus dû à l'interdiction des exhibitions humaines qu'au mauvais traitement dont il était victime. Dans un premier temps, il doit quitter Londres car ce genre de spectacle est dorénavant interdit. Il voyage donc dans le reste de l'Europe et entre autres à Bruxelles, avant d'être de nouveau confronté à l'interdiction des exhibitions. C'est uniquement là qu'il va être spoilé par son impresario de l'époque. Tous deux confrontés à la détresse financière à cause d'une société qui leur retire leur source de revenus, les deux hommes se séparent. Une séparation qui se fera dans la douleur étant donné que le montreur lui vole toutes ses économies par la même occasion. C'est uniquement sur cet événement que le film fantasme l'exploitation monstrueuse dont est victime le héros dans le milieu forain. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en permanence sur la corde raide entre la fiction et la réalité. Le fait que le film se déroule dans le Londres victorien est incontestablement une des raisons qui a dû attirer David Lynch sur le projet. Cette époque est idéale pour réaliser un biopic qui n'en est pas un. C'est un lieu de légende qui mélange les mythes bien réels comme Jack l'Éventreur et ceux fictifs comme Dracula. Elephant Man est à la frontière des deux, comme il est à la frontière des deux images qu'on associe à cette époque. Côté Pi, nous avons un univers romanesque, romantique, berceau de la culture et de la fantaisie. Côté Face, nous avons une ville sombre, ravagée par la crasse, la maladie et les inégalités sociales. Beaucoup de cinéastes ont joué avec cet univers pour exploiter au mieux les thématiques de leurs œuvres. Les frères Hughes en ont fait par exemple un lieu de terreur absolu dans From Hell, dans lequel d'ailleurs Elephant Man fait un caméo, tandis que les différentes versions de Christmas Carol de Dickens par exemple l'adoucissent pour en faire un lieu de conte. David Lynch lui va aborder le Londres victorien sur sa fin et va en faire un lieu plus réaliste. Les mythes et légendes disparaissent au profit de l'industrie. Alors que les foires aux monstres ferment, les machines et les chaudières fumantes sont omniprésentes tout au long du film. Le rapport entre l'évolution industrielle et ces machines au parfait rouage et le corps tortueux de Merix semble d'ailleurs souvent obséder Lynch dans sa mise en scène. Ce choix de réalisation va d'ailleurs lui permettre de faire de la ville un personnage à part entière de son récit. Un personnage qui va évoluer continuellement en parallèle de celui du docteur Frederick Treves. Tout comme le médecin, qui ne voit à la base que la laideur et la répulsion du héros pour ensuite passer au sujet d'étude pour enfin découvrir la grâce au-delà des apparences, la ville va évoluer. Nous nous attardons dans un premier temps dans les quartiers les plus glauques et dans l'horreur d'une misérable fête foraine. L'hôpital sert de lieu à la seconde partie de l'intrigue et nous terminons enfin notre voyage à l'opéra, symbole de ce qui se faisait de plus beau et glorieux à l'époque. Ce parcours commun du docteur et de la ville nous permet aussi d'aborder les trois genres auxquels Elephant Man peut être associé. Pour beaucoup, le film est un mélodrame. Mais pour moi, le classifier uniquement dans cette catégorie est extrêmement réducteur et ne rend pas justice à l'œuvre. Elephant Man est également un film d'épouvante et un biopic médical. L'aspect horrifique est principalement lié aux 40 premières minutes du film qui jouent constamment avec les codes du genre. Cela va peut-être paraître assez surprenant pour certains d'entre vous, mais en réalisant cette vidéo, je suis également en train d'exorciser ma plus grande peur d'enfance. Car oui, l'histoire de l'homme-éléphant est ma plus grande terreur de jeunesse. Pour vous faire comprendre pourquoi j'ai toujours orienté mon analyse du métrage vers ses côtés les plus dérangeants,
je vais revenir sur ma rencontre avec le principal protagoniste du film. Mon père possédait le roman écrit par le véritable Frederick Treves, un livre dans lequel des photos du vrai John Merrick étaient présentes. Étant donné l'aspect dérangeant de celui-ci, il était rangé dans le grenier, loin de mes yeux d'enfant. Cependant, j'avais régulièrement entendu mes parents en parler, et comme tout enfant, il piquait ma curiosité. C'est ainsi qu'une nuit, je me suis glissé dans le grenier pour ouvrir le livre et me confronter aux véritables photos d'Elephant Man. À l'époque, j'avais déjà vu énormément de films de genre, sans ressentir le moindre effroi. Principalement car, tout enfant que j'étais, je distinguais parfaitement la fiction du réel. Mais quand j'ai été confronté à ces photos mettant en scène une horreur bien réelle, c'est une terreur inconnue qui s'est emparée de moi. Une peur qui m'a poursuivi toute mon enfance, à quel point que je fouillais comme la peste toute image ou tout rapprochement à Elephant Man. C'est ainsi que j'ai découvert le film sur le tard, et après avoir d'ailleurs lu le livre de Frederick Treves dont il est inspiré. J'ai dû attendre mon adolescence pour oser me confronter à ma peur d'enfance et l'analyser. Quand j'ai découvert, j'avais donc déjà un regard assez affûté en matière d'analyse cinématographique, et j'ai pu constater que mon rapport par rapport aux personnages et aux mythes n'était clairement pas un cas unique et que beaucoup de personnes avaient dû ressentir la même chose que moi. Toute la première partie du film, avec sa volonté de cacher l'anatomie de son héros, joue clairement avec les règles de la mise en scène horrifique. Dès l'ouverture du film, le ton est donné. Nous avons droit à une scène onirique bien dérangeante, probablement la plus lynchéenne du film, avec la scène du cauchemar. Portée par l'étrange et dérangeant thème de John Morris, ces quelques minutes créent directement une ambiance malaisante, à la limite du fantastique. Si l'Adagio for Strings reste pour beaucoup associé au film, le reste de l'OST joue en effet beaucoup moins sur les envolées mélodramatiques, comme lors de cette scène où la musique est petit à petit remplacée par le cri des éléphants et d'un bébé. Je défie n'importe qui de ne pas ressentir une angoisse certaine devant ces images. Nous enchaînons directement le film avec une plongée dans un des lieux les plus typiques du cinéma de genre horrifique, à savoir une foire aux monstres. Nous déambulons avec le docteur Frederick Treves entre les différents spectacles et créatures pour nous diriger vers l'abomination ultime de la fête foraine. Une chose tellement atroce que son exhibition se voit d'ailleurs interdite. Pour la première fois, le film va jouer avec un de ses effets les plus réussis, garder le plus longtemps possible l'anatomie de son héros secrète. Le but est de faire de la découverte de celle-ci une scène choc inoubliable. Nous reviendrons d'ailleurs d'ici peu sur celle-ci. Durant une demi-heure, le film va jouer avec les ombres et les plans fugaces pour attiser notre curiosité et notre malaise. Le film enchaîne directement sur une scène chirurgicale particulièrement gore. En 10 minutes et 3 scènes, le ton est clairement donné et nous sommes plongés dans un univers vraiment dérangeant, graphique et clairement effrayant. Le sommet sera atteint lors de la véritable découverte d'Elephant Man, qui aura lieu dans une scène qui est totalement pensée comme une scène classique d'un film d'horreur. Après avoir caché John Merrick dans une chambre de l'hôpital, le Dr. Treves est pris à partie par le directeur de l'hôpital alors qu'il s'apprête à apporter à manger à son patient. La scène se déroule de nuit, dans des couloirs quasiment déserts. Le directeur de l'hôpital demande alors à une très jeune infirmière de porter le repas que Treves tient en main au curieux nouveau locataire de l'hôpital. Semble-t-il mal à l'aise et effrayé, l'infirmière s'exécute. Commence alors pour elle et le spectateur le début d'une attente horrifique. La jeune femme parcourt lentement les couloirs vides de la clinique et s'approche tout doucement de la chambre du monstre. Nous savons, tout comme elle, que nous serons bientôt confrontés à une chose informe qui nous a été cachée jusque-là. La montée de tension et de suspense est parfaite. La scène se conclut sur le cri de terreur de l'infirmière, auquel succède le cri de terreur de l'homme-éléphant.
À ce moment, le film change de point de vue et quitte la sphère horrifique après en avoir atteint son apogée. N'ignorez pas que l'hôpital n'accepte pas les incurables. Le règlement est parfaitement clair sur ce point. Oui, je sais fort bien, mais le cas est exceptionnel, très exceptionnel. Je comprends parfaitement votre problème, monsieur Treves. Peut-être qu'en contactant le foyer britannique ou l'hospice royal pour les incurables, vous pourriez lui trouver une place. Oui, j'y songerai. Vous aimeriez le voir? Excusez-moi. L'homme éléphant. À partir de là, le ton va changer, et nous allons nous intéresser au cas de Merix d'un point de vue médical. Les questions qui vont obséder les personnages et le spectateur par la même occasion est de savoir si Merix est intelligent, s'il est curable et quelle est l'étrange maladie dont il est victime. Les médecins, tout comme les spectateurs, ne se tracassent pas encore spécialement de savoir si une âme et des sentiments se couchent derrière l'amas de chair tordue. Ce n'est que bien plus tard, lorsque son intelligence sera révélée et que son cas sera jugé comme incurable, que nous allons enfin nous intéresser à l'homme qui se cache derrière la bête. C'est à ce moment que le film va faire son entrée, après plus d'1 heure de projection, dans la catégorie du mélodrame. Et à cet instant, tout sera fait pour nous émouvoir. Comme je l'ai dit plus en avant, David Lynch ne va pas aller avec le dos de la cuillère pour nous tirer les larmes. Entre la cruauté humaine, la sensibilité et la douceur exacerbée de son héros, les violences morales et physiques, rien ne nous sera épargné. La scène de la gare étant probablement la plus connue et la plus marquante à ce niveau. Le film se conclut par un tire-larme immanquable avec la mort du héros, qui est présenté comme une libération et une acceptation de sa condition d'être humain. On pourrait se dire qu'Elephant Man est excessif dans ses traitements émotionnels. Que ce soit au travers de la peur, de la curiosité et pour finir de la tristesse, le métrage semble en permanence en faire de trop, au risque de créer de sacrées ruptures de ton. Mais à titre personnel, je trouve justement que c'est là que le film de David Lynch devient absolument génial et une œuvre à part dans l'histoire du cinéma. David Lynch se sert de sa mise en scène pour nous offrir un miroir émotionnel. Le but du film est de nous confronter pendant 2 heures à l'évolution de nos propres sentiments vis-à-vis de la différence et de l'étrangeté. Nous sommes d'abord effrayés par celle-ci. Rapidement, elle va attiser notre curiosité. Une fois celle-ci banalisée, nous pourrons enfin laisser libre cours à notre humanité. C'est un cheminement tout à fait naturel et humain, et le génie de David Lynch est de réussir à nous le faire ressentir uniquement via sa mise en scène. Le fait de vivre l'intrigue au travers du regard de Frederick Treves n'est d'ailleurs pas du tout anodin. Quand j'ai découvert le film la première fois, je m'étais dit que ce personnage était assez fade et peu développé. Je n'avais pas compris directement que c'était tout à fait logique et voulu. Treves ne représente au final que notre regard sur le cas de Merix. C'est lui notre miroir. Tout comme lui, nous sommes mal à l'aise, avides de connaissances et pour finir émus par l'homme éléphant. La grande force d'Elephant Man est de nous confronter à nos propres faiblesses. Faire peur,
ou faire pleurer, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement difficile au cinéma. Mais le faire en nous confrontant à nous-mêmes, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Pour ceux qui l'ont vu, vous vous souvenez peut-être de la scène du miroir dans l'Histoire sans fin. Les enfants ont souvent du mal à comprendre son sens. Eh bien, Elephant Man est ma scène de miroir personnelle. Car oui, le film me fait toujours peur. Mais ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est de constater à quel point je peux être assez con pour juger quelqu'un sur ses apparences. Et oui, le film me fait toujours pleurer. Mais ce qui me fait pleurer aujourd'hui, c'est de constater à quel point mon cheminement est long pour justement pouvoir aller au-delà des différences. On parle souvent d'Elephant Man comme un film humaniste. Je pense plutôt que c'est une œuvre qui nous confronte à un constat assez sordide sur ce que nous sommes vraiment. L'âme humaine n'est pas forcément belle, et le peu de douceur dont elle est capable ne sera que le fruit d'un cheminement long et fastidieux. Plus je réfléchis, plus je me dis que ce n'est pas sur le destin tragique de John Merrick que je pleure, mais sur le mien, et sur celui de la nature humaine. C'est un constat de nouveau assez égoïste et égocentrique, qui me ramène à cette nature dont les fondements ont été parfaitement traités par David Lynch, auquel je dis d'ailleurs merci pour cette leçon. Voilà qui conclut cette vidéo, dont je vais peut-être avoir certaines difficultés à me remettre, car comme je vous l'ai dit, d'un point de vue personnel, elle aura été très chargée en émotions. Cependant, je vais faire quand même comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vais vous inviter à la commenter, à la liker, à la partager, ou mieux encore, vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le cinéma.